Bonjour à tous et bienvenue au jardin de Luchan. Enfin, pas tout à fait au jardin, vous l'avez remarqué, c'est pas le cadre habituel. Derrière moi, on voit la plage. Je suis à Saint-Jean-de-Luz pour un petit week-end en famille. Mais rassurez-vous, je vous ai pas oublié et je vous ai préparé une vidéo sur un massif que je vous ai déjà présenté en mars. Et aujourd'hui, je vous le présente en mai, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Les couleurs ont changé, les associations se sont enrichies, les floraisons sont arrivées avec les parfums. Je vous montre les plantes que j'ai choisies, les associations que j'ai créées, ce qui me plaît moins éventuellement, quelques petits conseils. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti. Revoici donc un massif que je vous avais montré au début du printemps. Alors qu'à ce moment-là, ça veut dire fin mars, l'érable du Japon Orange Dream, c'était la star avec son feuillage orangé. Aujourd'hui, il sert davantage de toile de fond aux floraisons voisines. Cela dit, son feuillage vert clair tranche bien avec les verts foncés qui l'entourent, d'autant plus que le grand tilleul qui domine la scène a beaucoup épaissi son feuillage et il crée maintenant beaucoup plus d'ombre. Le point positif, c'est qu'il protège bien l'érable des rayons trop forts du soleil, une chose qu'il redoute et qui grille facilement justement son feuillage. Mais d'un autre côté, ça assombrit également ce coin du jardin, et c'est là que son feuillage vert tendre, légèrement doré, prend une importance vraiment toute particulière. Tous les feuillages clairs sont les bienvenus dans les zones peu ensoleillées d'un jardin pour cette raison. Autre feuillage intéressant, c'est celui du Pittosporum Irene Patterson. Il est vert, mais également fortement moucheté de crème, un crème qui semble maintenant presque blanc. Et là encore, c'est un gros atout pour créer des contrastes intéressants. Quand j'ai débuté le jardinage, je faisais pas du tout attention au feuillage, et je me concentrais uniquement sur les floraisons, mais c'était une erreur. Les floraisons, elles sont souvent éphémères, elles durent bien moins longtemps que les feuillages, qui ont en plus la particularité de changer facilement de couleur au fil des saisons, si on prend la peine de sélectionner les bons végétaux. Pour rester dans les contrastes, la présence de la Stipa tenuifolia est intéressante à mon avis à double titre. Déjà, ces teintes vert clair à blond doré apportent elles aussi de la clarté et font en quelque sorte un rappel avec le feuillage de l'érable. Et je trouve que ce genre de rythme il est toujours bienvenu dans un jardin, une couleur qu'on va retrouver ici et là, soit dans un même massif, soit d'un massif à l'autre. Ça crée un dynamisme et une cohérence qui rendent les scènes plus équilibrées, je trouve, qui attirent l'œil et qui donnent presque l'impression parfois que le jardin est plus grand. Je vous disais que elle était intéressante à double titre parce que pour moi le deuxième point fort de la stipe c'est son graphisme. Son port il est érigé mais ouvert et du coup il est très souple et très poétique. Dès que le vent souffle un petit peu dedans, ça crée un mouvement super sympa et ça allège énormément une composition, comme le font d'ailleurs beaucoup de graminées. Sans parler de la texture même du feuillage de la stipe, qui déjà capte la lumière du matin ou du soir, comme peu de plantes sont capables de le faire aussi bien. Et à contre-jour, c'est juste magique. Et puis c'est un feuillage qui n'a rien à voir avec celui de ses voisines. On voit que beaucoup de ses voisines ont un feuillage, on va dire, plus classique, entre guillemets. Autre feuillage intéressant, c'est celui qui est tout doux et tout dufteux des stachys, qu'on aperçoit au pied du rosier. Et là, le contraste, c'est avant tout une histoire de texture. Entre la douceur toute cotonneuse des stachys et les piquants agressifs du rosier, on sait parfaitement lequel on préfère toucher. Et puis le gris, c'est une couleur qui est quasiment indispensable dans un massif. Qu'il s'agisse de gris ou d'argenté, ce sont des couleurs neutres qui permettent à la fois d'adoucir les couleurs plus vives des plantes voisines, mais également de lier toutes les couleurs d'un massif entre elles et de leur servir de faire-valoir, je trouve. Trop de couleurs, ça peut vite agresser et fatiguer l'œil. Il vaut donc mieux, à mon avis, mais bon, je sais que c'est un avis qui est largement partagé par pas mal d'amis jardiniers, il vaut donc mieux insérer des feuillages avec du vert et du gris qui sont tous les deux neutres et quelques feuillages colorés. La couleur, elle passe toujours mieux sur les feuillages que sur les floraisons, et il me semble que c'est plus facile à associer. Je connais plusieurs personnes qui, par exemple, n'aiment ni le jaune ni le rouge au jardin quand il s'agit de floraison, mais qui en revanche n'hésitent pas à installer des plantes au feuillage jaune ou rouge, parce que l'effet visuel n'a rien à voir. Au mois de mars, les stachys étaient plus hauts, parce qu'à ce moment-là, ils préparaient leur floraison. Alors justement, parce que je trouve que ça faisait trop et que je voulais pas noyer le premier plan, j'ai coupé les hampes en formation, à la base de la plante, et du coup, je n'ai que ce beau feuillage gris qui assoit bien le massif, à mon avis. On est bien d'accord que ce que je dis, c'est pas parole d'évangile. Moi, je vous présente mon jardin et mes choix en fonction de mes propres goûts. Certains n'aimeront peut-être pas, mais ça donne déjà justement une idée de ce qu'on peut aimer ou pas. Peut-être l'envie de retenir certaines idées ou associations, ou au contraire, d'en éliminer d'autres. On en finit avec les feuillages, avec celui de deux autres graminées. D'abord celui du Carex Elata aurea, une très belle graminée d'ombre. Son feuillage il est caduc, contrairement à celui de nombreux autres Carex, mais il est d'un jaune hyper lumineux,
et il éclaire le pied plutôt sombre parce que peu éclairé de l'érable, en reprenant en prime sa couleur, mais en plus il s'accorde aussi très bien avec le feuillage gris bleuté des stachys. L'autre graminée, tout à côté de lui, c'est un Miscanthus purpurascens. Pour l'instant, bien qu'ils soient encore peu visibles, c'est avant tout ses feuilles fines, dressées, qui sont intéressantes. Mais comme son nom l'indique, il va prendre en automne de très belles couleurs, du jaune doré au pourpre orangé selon les années. En tout cas, celui-là, je le laisse jamais mourir de soif en saison, sinon il vire aux pailles très rapidement, sans prendre la peine de colorer. Tous les autres feuillages sont verts, mais bon, vous voyez, dans ce massif, qui doit faire dans les 4 mètres carrés tel qu'on le voit ici, ça fait quand même 6 plantes utilisées avant tout pour leur feuillage, ce qui au final représente une proportion majoritaire. Les autres couleurs, elles sont donc apportées par des fleurs, avec bien sûr le Deutzia perle rose, somptueux en ce moment. Le reste de l'année, il est assez discret, mais ses longues branches couvertes de centaines de petites fleurs en étoiles qui mélangent le blanc et le rose lilas, c'est juste magnifique. C'est un effet waouh et un effet romantique garanti. Pour qu'il fleurisse bien, ce Deutzia, il faut le tailler au bon moment et le nourrir. Mais c'est l'affaire d'une demi-heure dans l'année, donc franchement, c'est pas super chronophage. L'an dernier, justement, j'ai fait un tuto sur la taille de ce Deutzia, et comme vous le voyez, a priori, ça lui a plutôt bien réussi. Si cette vidéo vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. D'un rose assez proche, le rosier buisson Queen Elizabeth a été taillé, lui, assez long, parce qu'il est placé au second plan, et que je voulais voir ces roses au-dessus de la mêlée, qu'elles se mélangent aussi aux fleurs du Deutzia. Voilà le genre de contraste sur lequel on peut travailler, à savoir choisir des fleurs aux teintes proches, voire des teintes similaires, mais dont l'une a des fleurs en épi, l'autre une fleur assez grosse et ronde, ou encore une autre qui a les fleurs étoilées. La surprise dans ce cas-là, elle vient à la fois des jeux de forme, mais aussi de la taille des inflorescences. Je suis resté dans le rose, mais un peu plus intense cette fois-ci, avec le rosier paysager Robin Hood, qui a des petites fleurs roses très soutenues avec un cœur blanc. C'est un super rosier, très florifère, et qui forme facilement une boule assez régulière comme ça, si on prend le temps de le tailler en fin d'hiver. Là encore, si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo sur la taille de ces deux rosiers, Robin Hood donc, et Queen Elizabeth dont je viens de parler. Je vous mettrai également le lien en description. Robin Hood, c'est pas un rosier qui remonte beaucoup, enfin ici en tout cas, mais j'aime beaucoup la boule aux couleurs intenses qu'il offre chaque année avec la même générosité. En plus, il fait partie de ces rosiers qui se bouturent super facilement. L'autre rosier rose intense, c'est Hansa, au feuillage gaufré et aux fleurs chiffonnées et très parfumées. Oui, je vous ai pas précisé, mais Robin Hood, il n'est pas parfumé, alors que Hansa a un parfum vraiment puissant. En plus, il remonte beaucoup, il fait des fruits rouge-orangés décoratifs, et il prend de très belles teintes dorées à l'automne, 3 qualités, dont je vous avais parlé d'ailleurs dans la précédente vidéo sur ce massif fin mars. À gauche de la vidéo, on aperçoit Westerland, un rosier aux fleurs chamois, plus ou moins teinté de rouge ou de jaune, hyper parfumé également, et qui forme un gros buisson florifère et remontant. En fleurs également en ce moment, une jeune spirée Goldflame, aux fleurs roses, une fois encore, mais d'un rose qui rappelle à nouveau celui du Deutzia, mais cette fois-ci sur un feuillage doré, qui lui renvoie plutôt vers la couleur de l'érable. Il y a aussi des digitales de ce côté-là, il y a également des nigelles de Damas, qui se ressèment chaque année avec fidélité, alors parfois en donnant des fleurs blanches, roses, ou comme ici, dans différents bleus, une couleur qui va bien d'ailleurs avec l'oranger de Westerland. Bientôt le feuillage gris d'une lavande, oui du gris à nouveau, pour rappeler celui des stachys, donc bientôt son feuillage sera surmonté d'épis mauves, qui eux aussi s'associeront bien avec la couleur du rosier. Plus tard, ce sont des rudbeckia, dont on ne voit pour l'instant que le feuillage, qui donneront naissance à des sortes de marguerites jaunes, aux gros cœurs proéminents et foncés, annonciateur de l'automne et de ses couleurs très chaudes. Alors bien sûr, j'ai pas détaillé toutes les plantes qui composent le massif, il y a plein d'autres plantes, mais qui seront intéressantes à d'autres moments de l'année. C'est justement une des choses que j'apprécie quand je fais un nouveau massif, ou que je le remanie par exemple, c'est cette capacité qu'a le jardin à évoluer constamment sur l'année, à changer de physionomie, de rendu, et à créer sans cesse de nouvelles émotions. En choisissant certaines plantes plutôt que d'autres, du coup les possibilités elles sont immenses, et on a vraiment de quoi laisser libre cours à son imagination, ses envies et ses goûts. Et du coup les plaisirs sont renouvelés 12 mois sur 12, ou quasiment.
Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vous connaissez le principe, pour soutenir la chaîne, ça peut être un petit pouce, ça peut être un commentaire, le partage de la vidéo, ça peut être également un super thanks si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne en faisant un petit don. En attendant, je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez un temps aussi sympa qu'ici, sur la côte basque, et à très vite pour une prochaine vidéo sur les jardins. Ciao!